Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette première édition virtuelle du Jeudi Santé. Alors la province de Liège et son service promotion de la santé avaient l'habitude de vous accueillir dans une salle pour échanger avec le conférencier durant une soirée. Mais la situation sanitaire nous contraint de trouver une alternative et ce live est là pour vous permettre notamment de suivre la conférence de ce soir, bien installé, bien au chaud chez vous. Nous allons donc retrouver le docteur Farhad Barlo de l'unité de soins du sommeil de la Citadelle de Liège, de l'hôpital de la Citadelle de Liège, qui va vous parler durant 3/4 d'heure à peu près du sommeil, précieux allié pour notre santé, pour notre bien-être, mais qui n'est malheureusement pas toujours de qualité. Beaucoup de questions seront posées. Et pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ce manque de sommeil. Et nous verrons avec le docteur Barlo quelles en sont les raisons et les conséquences sur la vie au quotidien. Il est possible de traiter le manque de sommeil et nous verrons comment. Alors, avant de donner la parole à notre conférencier du jour, je dois vous préciser qu'il est possible de poser des questions en commentaire de ce live. Avec des collègues, nous allons les intercepter, puis nous les poserons au docteur à la fin de son intervention. Nous prendrons un petit quart d'heure pour faire un tour d'horizon de ces questions qui ont été posées. Alors je laisse à présent la parole au docteur Barlo pour développer la thématique du soir, à savoir le sommeil, un allié pour votre santé. Merci Lara. J'aimerais tout d'abord remercier la province, les organisatrices et les organisateurs de cette soirée, que j'espère va être bénéfique pour les auditeurs, que je remercie aussi d'être à l'écoute, soit ceux qui regardent direct ou ceux qui vont assister à cette conférence de façon différée. C'est aussi pour moi très plaisant de parler de sommeil parce que c'est une discipline que je pratique au quotidien, mais que malheureusement, ces derniers temps, je n'ai pas eu l'occasion de trop pratiquer, étant obligé, comme beaucoup de mes collègues, de m'occuper des salles d'hospitalisation Covid obligeant. Évidemment, je ne vais pas pouvoir dire tout ce que j'ai envie de dire sur le sommeil et ses troubles ce soir. Je vais néanmoins, à mon avis, pouvoir répondre à pas mal des questions que vous êtes susceptibles de vous poser. Je vais parler pour à peu près 45 minutes. Par la suite, il y aura encore 10-15 minutes de questions-réponses que j'espère pouvoir complémenter en fait ma conférence, de sorte que vous puissiez sortir de là satisfait. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, naturellement, c'est de savoir mais pourquoi est-ce qu'on dort ? Pourquoi est-ce que le sommeil est nécessaire ? Je dirais même que, par exemple, du point de vue d'un spécialiste de l'évolution, il pourrait bien se poser la question de savoir mais pourquoi est-ce que la nature n'a pas pu supprimer ce phénomène de sommeil, puisqu'à première vue, ça a l'air d'être quelque chose de plutôt ennuyant, pas très favorable pour la survie. D'une part parce que on passe un tiers de notre vie à dormir, le temps qu'on pourrait dépenser de façon plus utile à favoriser notre survie. Par ailleurs, le sommeil est une situation qui nous fragilise. Nous sommes inconscients pendant les heures de sommeil et donc pourront être proie à nos prédateurs. On sait bien maintenant qu'il y a pas mal des accidents cardiovasculaires surviennent pendant la nuit. La respiration se fragilise durant la nuit. Donc, ce sont des heures de fragilité que la nature aurait pu s'en passer. Alors, la réponse facile à cette question serait de dire tout simplement que la façon que notre organisme est structuré, en fait, le sommeil est resté indispensable, comme manger, comme boire. La nature n'a pas pu s'en passer. Pour pouvoir essayer de vous expliquer ça d'une façon avec un langage simple, je vous montre un exemple, je vous fais une analogie en fait. Imaginez un atelier
par exemple un atelier de charpente où un certain nombre d'ouvriers travaillent tous les jours. Les ouvriers vont travailler pendant 7-8 heures à produire des meubles, et puis après, qu'est-ce qu'il va se passer? Ils vont arrêter de produire, et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va nettoyer l'atelier, on va ranger les outils qui ont été utilisés, dispersés à gauche, à droite, à leur place, on va huiler et réparer les instruments, on va faire les comptes, ranger les dossiers, etc., pour que le lendemain matin, à nouveau, les ouvriers puissent venir travailler dans de bonnes conditions. Alors imaginez que dans cet atelier, on décide de travailler en feu continu, ne faire que produire des meubles. Qu'est-ce qui va se passer? Très naturellement, au bout de quelques jours, le rendement du travail va s'abaisser et puis, à un moment donné, il ne sera plus possible de travailler dans cet atelier. Le sommeil fonctionne un peu comme ça. C'est quelque chose qui permet au corps, à l'organisme de se restituer. C'est un phénomène universel. Tous les êtres vivants, en fait, même les unicellulaires, passent quelques heures par 24 heures à modifier leur activité, à ralentir leur activité, se restituer, se réparer. La deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir, mais qu'est-ce que c'est qu'un sommeil normal? Alors ça, c'est plus difficile à répondre à cette question. Je pense que si vous posez cette question à différents spécialistes du sommeil, vous allez avoir des réponses différentes. Moi, ce que je dirais, c'est qu'un sommeil peut être considéré comme étant normal lorsque ce sommeil est réparateur et donne satisfaction à la personne. C'est-à-dire que la personne aussi a l'impression que son sommeil est de qualité. Cette composante est importante à mon sens aussi parce qu'on pourrait très bien faire une exploration de sommeil chez quelqu'un et ne rien trouver, mais si la personne elle-même a l'impression de mal dormir, il faut tenir compte de cette impression subjective et le soigner. Alors ici, je vous montre un tracé d'activité cérébrale d'un de nos patients qui est venu dans notre laboratoire de sommeil pour analyser son sommeil. Ici, nous sommes dans un état de veille. Vous voyez qu'il y a une activité cérébrale qui est assez rapide, une activité de l'ordre de 10 à 20 Hz, qui correspond à un état de veille. Alors ensuite, ce qui se passe, c'est que le patient, progressivement, commence à s'endormir. Vous voyez ici déjà, sur ce tracé, un petit ralentissement de l'activité. Alors, les trois tracés qui sont en bas de la page sont des activités cérébrales. Les deux tracés qui sont au-dessus, ce sont des enregistrements de mouvements oculaires. Vous constatez aussi que le patient commence à basculer, les yeux commencent à basculer dans un sens et dans l'autre de façon très lente, qui est tout à fait caractéristique du début de l'endormissement. Les stades suivants, le patient est ici endormi, il est endormi en sommeil lent, mais c'est un sommeil lent relativement superficiel, ce qu'on appelle le sommeil stade 2. Ce stade de sommeil, néanmoins, constitue la grosse partie du nid de sommeil d'une personne, à peu près 50%. Ensuite, le patient entre dans un sommeil plus profond. Vous voyez ici un tracé très lent. Donc ici, l'activité cérébrale a fortement baissé et le cerveau est en train de récupérer, en train de se reposer. Maintenant que vous êtes un peu familiarisé avec les tracés de sommeil, j'aimerais bien aussi vous montrer ce tracé qui est intéressant. Si vous faites bien attention, vous allez remarquer que sur ces tracés, toujours 30 secondes d'enregistrement, vous avez une activité lente que vous reconnaissez par des espèces de spikes, mais sur cette activité lente est greffée une activité plus rapide. C'est un peu comme si on avait superposé
deux activités de vitesse différentes l'une sur l'autre. Ça, c'est le tracé de quelqu'un qui consomme des médicaments psychotropes, des sédatifs, des antidépresseurs, par exemple. Et ces personnes font ce qu'on appelle un sommeil delta-alpha, un sommeil lent sur lequel il y a des activités rapides. Bien évidemment, un sommeil lent de ce type n'a pas une récupération parfaite comme on s'attendrait lorsque une personne parvient à entrer dans le sommeil lent profond, comme le cas précédent que je vous ai montré. Il y a encore un autre stade de sommeil qui est un peu particulier, intéressant et fascinant, qui est le sommeil paradoxal. Vous voyez ici un petit bout de sommeil paradoxal, encore un tracé d'une trentaine de secondes. Durant cette période de sommeil, l'activité cérébrale se réaccélère un petit peu. Ça s'approche un petit peu à ce qu'on voit dans un état de veille. Et il apparaît des mouvements oculaires rapides. Vous pouvez voir ces stades de sommeil très fréquemment chez les enfants, chez les petits-enfants, qui passent à peu près la moitié du temps dans ces stades de sommeil. Si vous les regardez dormir, vous allez voir en fait leurs yeux qui sont en train d'aller dans tous les sens, assez caractéristique du sommeil paradoxal. C'est un stade pendant lequel on rêve principalement. Et cette accélération de l'activité cérébrale traduit effectivement les rêves. Et pendant cette période de sommeil, pour qu'on n'agit pas ses rêves, il y a un mécanisme de paralysie qui se met en route au niveau du tronc cérébral qui fait qu'on reste tranquille dans son lit. Et il existe effectivement des situations où ce mécanisme de paralysie peut dysfonctionner et les gens peuvent agir leurs rêves. Dans ce bout de tracé aussi d'une trentaine de secondes, je vais vous montrer ce que c'est un micro-éveil. Nous avons tous et toutes des micro-éveils pendant une nuit de sommeil. Ce sont des éveils qui durent quelques secondes. Vous voyez ici donc, je ne sais pas si vous voyez le curseur que j'utilise. Donc vous avez le patient ici dort, le rythme cérébral est ralenti, et puis d'un coup, vous voyez ici pendant 3 ou 4 secondes une accélération du rythme, une accélération de l'activité cardiaque aussi, du rythme, de la fréquence cardiaque, et puis le patient, quelques secondes après, se réendort à nouveau. Alors, un micro-éveil est normal, on en fait quelques dizaines par une nuit de sommeil, mais lorsque ces micro-éveils dépassent un certain seuil, alors ça devient pathologique puisque ça fragmente le sommeil et la personne se réveille le matin fatiguée. Ces micro-éveils, cet excès de micro-éveil peuvent survenir dans différentes pathologies de sommeil où nous allons voir certains éléments de ces différentes pathologies. Voilà par exemple un exemple. Ça, c'est un patient qui fait des apnées nocturnes, des arrêts respiratoires. Vous avez en haut l'activité, la partie supérieure de l'écran, l'activité cérébrale, et la partie inférieure, la respiration. Donc au début, la première tiers de l'enregistrement, ça c'est un enregistrement de 2 minutes, non même pas de 1 minute. Le patient est en train de respirer, mais il est éveillé. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Il va passer en arrêt respiratoire et il s'endort en même temps. Donc l'endormissement engendre un arrêt respiratoire. Et ceci dure une trentaine de secondes. Ensuite, le patient se réveille à nouveau. Vous voyez une accélération du rythme cérébral, une accélération d'activité musculaire, mentonnière, et le patient recommence à respirer. Comme vous voyez, dans le cas de ces patients, la respiration et le sommeil deviennent mutuellement exclusifs. Le patient ne peut pas respirer et dormir en même temps. Donc il dort un petit peu en apnée, et puis il se réveille pour respirer quelques coups, et puis il se réendort en apnée, et ainsi de suite. Et le sommeil d'un patient comme ça est fortement fragmenté, et il se réveille le matin extrêmement fatigué. Alors tous ces bouts de tracés que je vous ai montrés, qui sont des époques, ce qu'on appelle des époques de 30 secondes, sont accolés l'une après l'autre, maintenant de façon informatisée, pour nous construire ce qu'on appelle un hypnogramme. Alors, l'hypnogramme, voilà c'est l'architecture de sommeil d'une nuit de sommeil. Voilà, de façon schématique, un hypnogramme
d'une nuit d'enregistrement, alors d'un sommeil normal dans ce cas. Alors, quelles sont les particularités de ces nuits de sommeil normal? Bon, le patient est éveillé, et puis après 10 minutes, un quart d'heure, il s'endort. Il passe très rapidement en stade de sommeil profond. Vous voyez, il descend très bas dans le sommeil le plus profond. Il reste comme ça pendant à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, et puis il va faire un bout de sommeil paradoxal que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et voilà donc un cycle. Ici, de cette façon, il termine un petit cycle de sommeil ultradien, comme on dit. Et ce cycle se répète 5 ou 6 fois sur la nuit. Vous voyez ce cycle qui se répète. Et alors, au fil de la nuit, ce qui va se passer, c'est qu'on fait de moins en moins de sommeil profond. C'est pour ça, d'ailleurs, que le sommeil est, je veux dire, la partie la plus réparatrice du sommeil. Ce sont les premières heures de sommeil qui sont les plus importantes. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que le sommeil paradoxal, par contre, augmente en quantité au fil de la nuit. Alors, ici, je vais vous montrer, par contre, un autre hypnogramme que vous pouvez deviner au-dessus de l'écran, un peu différent. Maintenant que vous avez vu ce que c'était un hypnogramme normal, ici, vous pouvez aisément constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez en fait diviser cet hypnogramme en 2 parties, la première moitié de la nuit et la deuxième moitié de la nuit, parce que dans la première moitié de la nuit que voici, ça a l'air de mal se passer. Le sommeil est superficiel, il est fragmenté, il y a beaucoup d'éveil, il n'y a pas de sommeil paradoxal. Puis à partir du milieu de la nuit, d'un coup, comme par enchantement, le sommeil s'améliore. Le patient fait une longue période de sommeil paradoxal, mais surtout fait beaucoup de sommeil profond, alors que, comme vous avez vu tout à l'heure, le sommeil profond a tendance à se raréfier au fil de la nuit. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, en fait? Ça, c'est un patient que nous avons hospitalisé dans notre laboratoire de sommeil pour lui mettre un appareil à pression d'air positif. Ce sont des appareils qui corrigent les apnées nocturnes. Il s'agit d'un patient qui fait des apnées. D'ailleurs, vous voyez ces apnées sur le deuxième graphique de haut en bas. Seulement, quand on lui met le masque au début de la nuit, la pression en général n'est pas suffisante. L'infirmier augmente la pression par palier au fur et à mesure en regardant directement la respiration du patient en direct, jusqu'à ce qu'il obtienne la pression minimale qui corrige les apnées. Et ici, à l'occurrence, cette pression est obtenue vers le milieu de la nuit. Vous voyez ici le palier en fait, des pressions qui augmentent. Et à partir du moment où on arrive à la bonne pression, de façon quasi instantanée, le sommeil se transforme complètement. Il devient un bon sommeil, un sommeil de qualité. Et le patient même fait beaucoup de sommeil profond parce qu'il est en carence de sommeil, en état de fatigue chronique, et donc récupère. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de traitements en médecine qui agissent de façon aussi instantanée, même si vous avez mal à la tête un jour et que vous prenez un sédatif, un antidouleur, il faut compter au moins un quart d'heure, 20 minutes avant de le voir agir. Ici, ce traitement agit de façon assez instantanée. Alors, là, on est en train de clôturer cette première partie, je dirais, plutôt théorique, donc de façon très synthétique. On a évoqué le pourquoi du sommeil. On sait qu'il est indispensable pour l'être humain puisqu'il permet à ce corps de se restituer. Un sommeil normal, c'est un sommeil réparateur. Et donc, comme vous le disiez, il donne une satisfaction à la personne. Alors, si l'impression est de mal dormir, il est bien évidemment question que la personne est en situation pour demander une aide médicale, en tout cas des conseils. Et nous avons vu les différentes formes de sommeil que vous identifiez à travers cette schématisation, et notamment la schématisation des sommeils dits
troublé. Alors, cette deuxième partie de conférence que vous allez nous proposer, on va plutôt rentrer dans ce qui est question des conséquences, notamment de ces sommeils qui sont des mauvais sommeils, des sommeils non réparateurs, des sommeils avec pas mal de troubles. Et nous allons voir notamment quels sont les problèmes qui peuvent survenir auprès de vos patients. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, un sommeil qui n'est pas des qualités, lorsqu'une personne a des problèmes quantitatifs ou qualitatifs de sommeil de façon prolongée, va voir apparaître un certain nombre de conséquences sur sa qualité de vie. Il va se sentir fatigué pendant la journée. Il va voir apparaître des troubles de concentration, des troubles de mémoire, irritabilité, déficit de sommeil, que ce soit en quantité ou en qualité, ou les deux, un impact sur différents organes. Par exemple, le système immunitaire devient relativement déficitaire. Et donc, il est important, effectivement, d'avoir une bonne qualité de sommeil. Il est aussi important d'avoir l'impression, en plus, d'avoir une bonne qualité de sommeil, c'est-à-dire d'être satisfait de son sommeil, parce que l'insatisfaction de sommeil est peut-être à l'origine, alors, des troubles dépressifs et une détérioration de qualité de vie. Alors, il y a un certain nombre de sujets que je peux aborder donc avec vous ce soir, mais la matière est vaste, donc je vais devoir me contenter de me limiter à un certain nombre de sujets. Je vais certainement vous parler des insomnies, parce que c'est quand même un problème assez fréquent. S'il nous reste encore un peu de temps, nous pouvons aborder le problème d'hypersomnie, les parasomnies, et aussi dire quelques mots concernant ce qu'on entend par un sommeil non réparateur, ce qu'il faudrait faire lorsqu'on se trouve face à une situation d'un sommeil non réparateur. Et ensuite, j'espère avoir encore le temps de répondre à un certain nombre de questions par la suite. Alors, on va parler un peu des insomnies. Donc, moi, je vais définir l'insomnie comme un problème quantitatif de sommeil, c'est-à-dire quelqu'un qui se met au lit, mais ne parvient pas à s'endormir dans un délai normal, et ou s'endort et puis se réveille pendant la nuit et a des difficultés à se réendormir. On va se tenir à cette définition, même si la définition internationale est un peu plus vaste et un peu légèrement différente. Et je vais aborder avec vous les différents types d'insomnie que nous rencontrons dans la pratique clinique au quotidien. Je vais vous parler tout d'abord d'insomnie dite psychophysiologique. Alors ça, c'est une sorte d'insomnie qu'on rencontre assez fréquemment dans les consultations de troubles du sommeil. C'est une situation... Bon, il faut d'abord aussi faire la distinction, j'ai omis d'en parler, entre une situation d'insomnie aiguë versus l'insomnie chronique. Pratiquement 100% des personnes, à un moment donné dans leur vie, vivent une situation d'insomnie aiguë, souvent dans une situation de détresse, une séparation, un deuil, stress professionnel, conflits, etc. Et dans la situation dure pendant quelques semaines, et puis lorsque le problème est résolu, le sommeil qui avait été affecté par cette situation se corrige aussi. Et justement, l'insomnie psychophysiologique, qui fait partie de l'insomnie chronique, survient lorsque, une fois que le problème causal de cette insomnie aiguë est passé, chez certaines personnes, l'insomnie persiste. Donc, par exemple, la difficulté professionnelle est résolue, le conflit est terminé, mais la personne ne parvient pas, par un mécanisme de mauvais conditionnement, à trouver le sommeil. Le traitement qu'on propose, l'approche thérapeutique qu'on propose dans ce type d'insomnie, c'est justement
d'essayer de reconditionner le patient dans le bon sens. Donc on utilise des techniques dites cognitivo-comportementales, qui sont des techniques qui viennent du Canada au départ et qui ont fait leurs preuves scientifiques. Donc ce ne sont pas des techniques paramédicales, mais parascientifiques, mais scientifiques, qui se sont avérées donc efficaces et qui permettent donc par des techniques qui ont des composantes cognitives et des composantes comportementales à restituer le sommeil. Voilà par exemple, je ne sais pas si vous vous êtes jamais trouvé dans une situation comme celle de ce pauvre chien de berger qui est complètement débordé par la situation, on n'arrive plus à gérer sa fonction et qui va certainement souffrir d'une insomnie psychophysiologique. Une autre sorte d'insomnie qu'on rencontre assez fréquemment, c'est ce qu'on appelle une insomnie paradoxale. Alors, on appelle ça paradoxal parce que il y a un décalage entre l'objectif et le subjectif. Le patient, typiquement, vient en consultation de sommeil et dit au médecin, voilà, docteur, moi, je passe des nuits blanches, je n'arrive absolument pas à dormir. Lorsque vous l'interrogez et vous essayez de savoir de façon plus précise combien d'heures il reste éveillé chaque nuit en moyenne, c'est difficile, on se rend compte que c'est un peu difficile à quantifier. Et lorsqu'on fait une exploration objective du sommeil chez ces patients, soit par une polysomnographie ou alors un enregistrement actigraphique pendant quelques jours ou quelques semaines, on se rend compte en fait qu'il dort plus qu'il ne le pense. Donc il y a un décalage entre l'impression subjective du patient et la réalité. Alors, ce décalage, donc ce patient n'est pas manipulateur, il n'a pas de troubles psychiques non plus, c'est tout simplement une mauvaise perception du sommeil. Alors, le primum movens, l'origine de ce problème provient d'un état qu'on appelle un état d'hypervigilance. Ces personnes, en fait, ils ont une activité cérébrale un peu accrue. Ce sont des personnes qui typiquement cogitent, qui se réveillent pendant la nuit et qui commencent à penser à un tas de trucs, qui font que lorsque ces personnes se réveillent pendant la nuit, comme tout le monde se réveille pendant la nuit, nous nous réveillons tous et toutes une vingtaine de fois sur une nuit, mais on se rendort en général assez rapidement et on ne s'en souvient pas le lendemain de s'être réveillé parce que l'éveil a été court et ça n'a pas été un éveil très, très vigile. Eh bien, ces gens, en fait, se réveillent avec un éveil plus vigile, un réveil qui ressemble un peu plus à un éveil du jour tel que nous avons en temps normal. Et cet éveil vigile fait qu'en général, ces éveils nocturnes ont tendance à durer plus longtemps, d'une part, parfois même bien plus longtemps, et d'autre part, la personne s'en souvient le lendemain. Et ces éveils marquent son esprit et font l'ombre sur les heures de sommeil, de sorte que le matin, alors, ils ont vraiment l'impression d'avoir beaucoup moins dormi qu'ils n'ont réellement dormi. Mais nous, on se rend compte qu'il y a ce décalage déjà à l'interrogatoire parce que le patient est moins fatigué que ce qu'il ne devrait être si réellement il passait autant d'heures à être réveillé pendant la nuit. Pour ce type de patient, l'approche cognitive-comportementale est utile, notamment la composante cognitive de l'approche thérapeutique. Mais ce qui est aussi important à faire et qui pourrait aider le patient, ce sont des techniques qui permettent à réduire cette hyperactivité cérébrale, cette hypervigilance, telles que des techniques de gestion des stress, mais notamment aussi des techniques telles que la méditation, la pleine conscience. Ce sont des techniques qui ne portent pas leurs fruits tout de suite, il faut persévérer, mais progressivement, ceux qui le pratiquent de façon régulière vont remarquer que cette activité accrue cérébrale va se ralentir progressivement et le patient alors
trouvent une meilleure continuité de sommeil et le matin, une meilleure impression d'avoir eu un sommeil de qualité. Alors, les troubles du sommeil, et notamment l'insomnie, sont fortement liés aussi à des troubles anxieux-dépressifs. Le rapport avec ce type de pathologie est assez intriqué et imbriqué. Ça marche un peu dans les deux sens. Une insomnie chronique peut donner lieu à des réactions dépressives, un état d'anxiété, par le fait d'imaginer de ne pas pouvoir assurer ses fonctions de jour, de ne pas pouvoir dormir suffisamment pour pouvoir être en forme au travail, à faire ses obligations. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Un syndrome dépressif ou anxieux-dépressif très souvent donne lieu à des troubles du sommeil et notamment de l'insomnie. L'anxiété davantage à l'origine d'insomnie, la dépression aussi, lorsque la dépression affecte le sommeil, c'est beaucoup plus fréquemment, dans à peu près 90% de cas, il s'agit d'insomnie, dans 10% des cas, ça peut donner certaines dépressions, un état par contre à l'inverse d'hypersomnie, c'est-à-dire des gens qui dorment des longues heures de sommeil. Dans un centre de sommeil, nous pouvons effectivement aider ces patients. D'ailleurs, nous les prenons en charge. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est important de concomitamment s'occuper aussi du problème anxio-dépressif. Alors par son spécialiste. Et ces deux travails doivent se faire de façon parallèle et concomitamment pour espérer d'obtenir des résultats satisfaisants, puisque si le problème sous-jacent, c'est-à-dire le problème anxio-dépressif, n'est pas résolu, notre prise en charge spécifique du sommeil peut peut-être donner des résultats provisoires, mais ne pourra pas se pérenniser. Par ailleurs, d'éventuels traitements médicaux que nous sommes susceptibles de proposer aux patients pourraient interférer avec le traitement psychiatrique, et ça éventuel psychiatrique, et ça peut aussi poser des problèmes. Donc il est important qu'il y ait une espèce de collaboration entre les deux spécialités. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une insomnie primaire? Donc ça, fort heureusement, ce type d'insomnie, nous le rencontrons moins fréquemment. Ce sont des insomnies plus sévères qui répondent moins bien au traitement, dont l'origine n'est pas liée à un facteur autre. C'est pour ça qu'on l'appelle primaire versus des insomnies secondaires. Ce sont des personnes qui, à l'interrogatoire, on se rend compte, ont des problèmes de sommeil depuis longtemps. Ils avaient déjà des troubles de sommeil à l'adolescence, pendant leur enfance parfois. Souvent, il y a une composante héréditaire, les parents aussi qui souffraient des troubles de sommeil. Et dans ce type d'insomnie, nous faisons usage des différentes approches, y compris traitements médicamenteux, puisque il est souvent nécessaire de faire recours à l'aide des substances chimiques. Je parlais aussi, dire quelques mots concernant la problématique des décalages de phases de sommeil, qui est aussi une sorte d'insomnie. Ce sont des personnes qui ont en fait un décalage de leur horloge biologique, qui font que soit ils vont pas s'endormir avant tard en soirée ou tard dans la nuit, et si on les laisse tranquilles, ils dormiront jusqu'au tard le matin, ce qu'on appelle un retard de phase de sommeil. Ça arrive plus fréquemment chez les adolescents, versus à l'inverse, des décalages par avancement de phase de sommeil qui arrivent plus fréquemment chez des personnes plus âgées. Ce sont des personnes qui vont s'endormir vers 7-8 heures du soir, et puis à 4 heures du matin, ils sont réveillés, ils se réveillent en pleine forme et n'ont plus sommeil.
Ces genres de décalages peuvent se produire aussi pour des raisons environnementales. Certaines professions, par exemple, avec des horaires décalés, peuvent être à l'origine de ces types d'insomnie. Du jet lag, les personnes qui font des voyages intercontinentaux peuvent aussi se trouver dans ce genre de situation. Alors, c'est aussi un problème qui se soigne. On fait usage de certains médicaments, notamment la mélatonine, de même que des traitements par lumière, ce qu'on appelle la luminothérapie, pour réajuster et recaler l'horloge du patient. Donc, on peut effectivement aussi aider ces patients. Il ne faut pas hésiter à consulter et à en parler. Voilà donc, en gros, ce que je voulais vous dire concernant les insomnies, mais nous pouvons effectivement après complémenter ce que je viens de dire par vos questions. Je vais vous dire quelques mots concernant la situation inverse, c'est-à-dire des hypersomnies et des hypersomnolences. Moi, j'ai tendance à distinguer entre ces deux termes, bien que certains experts ne font pas cette distinction, ou ne préfèrent pas faire cette distinction. Par hypersomnie, j'entends ce besoin d'un nombre accru d'heures de sommeil, 8, 9, 10, 11 heures de sommeil pour pouvoir récupérer. Hypersomnolence, par contre, ce sont des situations où on a tendance à s'endormir de façon excessive pendant les heures de veille, pendant la journée. Alors, une hypersomnie, il faut encore qu'elle soit pathologique, parce qu'il y a des personnes qui ont naturellement, constitutionnellement, besoin d'un nombre accru d'heures de sommeil pour récupérer. Ils se reconnaissent, ils ont toujours été comme ça. Donc ça, c'est une hypersomnie physiologique. Par contre, s'il y a une personne remarque à un moment donné un changement d'attitude, alors qu'habituellement il récupérait avec 7-8 heures de sommeil d'un coup, il se trouve avoir besoin de dormir 8-9 heures ou 9-10 heures de sommeil, là par contre on n'est plus dans la normalité. Hypersomnie est un phénomène qu'on rencontre assez fréquemment chez des adolescents pendant leur croissance. Ça peut être un phénomène physiologique, ça peut parfois entraver, interférer avec la vie quotidienne. Donc si c'est le cas, il faudrait effectivement essayer de s'en occuper. Si ce n'est pas le cas, on peut parfois patienter et la situation se corrige spontanément. Une hypersomnolence, par contre, peut être plus fréquemment pathologique. Ce n'est pas normal pendant la journée d'avoir des coups de sommeil. Alors, l'hypersomnie peut avoir une sévérité très variable. Si vous avez des petits coups de sommeil après dîner, par exemple, au début de l'après-midi, on peut le considérer comme étant quasi normal. Par contre, si vous vous endormez avant midi, ça c'est déjà pathologique. Si vous vous endormez en fin de journée devant la télévision, par exemple, ou en début de soirée, ça peut être lié à certains facteurs, je veux dire, en rapport avec le mode de vie, facilement corrigeable. Toujours est-il qu'en tout cas, devant une hypersomnolence, il faut toujours s'interroger, en parler avec votre médecin traitant, et s'il y a des doutes, il ne faut pas hésiter à consulter. Alors, je ne vais pas vous parler longuement de parasomnie. Les parasomnies, ce sont des troubles de comportement pendant le sommeil. Il y a toute une panoplie de parasomnies. La plupart de ces parasomnies sont anodines, n'ont pas besoin d'être traitées. D'autres sont un peu effrayants pour les patients. Certains peuvent être effectivement à l'origine d'ennuis et il faudrait peut-être effectivement consulter, comme par exemple le somnambulisme, qui peut parfois donner lieu à des accidents pendant la nuit. Donc, toujours en parler avec le médecin traitant, et si discuter avec lui ou avec elle, et si il juge nécessaire de consulter, alors à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à consulter un spécialiste.
Et je termine avec la notion de sommeil non réparateur. Alors, un sommeil non réparateur, c'est un sommeil qui fait que la personne, lorsqu'il s'est réveillé le matin, elle n'est pas reposée. Elle n'a pas l'impression d'avoir retrouvé sa force. A fortiori, d'avoir l'impression d'être encore plus fatigué le matin que, comme certains patients le disent, que le soir lorsqu'ils se sont rendus au lit. Un sommeil non réparateur ou une impression de sommeil non réparateur doit toujours faire l'objet d'une exploration. Donc il faut toujours en parler à votre médecin traitant, qui va alors vous interroger, voir si lui-même il a des orientations et s'il juge utile, il vous enverra alors dans une unité de sommeil. Et on fait toujours systématiquement une exploration de sommeil, une polysomnographie chez ces patients. C'est l'indication principale d'une exploration de sommeil. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Je remercie les auditeurs et je suis disponible pour les questions. Eh bien, il y a pas mal de questions qui nous sont parvenues. On va faire le lien entre ce que j'ai déjà ici sur mes papiers et par la même occasion suivre ce qui a été mis en commentaire du live. J'ai d'abord peut-être une question. Donc, on a vu qu'il y a différents facteurs qui sont à la base de ces troubles du sommeil. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un traitement pour tout? Et est-ce que tous les traitements fonctionnent? En tout cas, on essaie c'est une réponse qu'on peut poser pour toute la médecine, en fait. Hein. On essaye, en tout cas, on fait de notre mieux d'aider les patients. On parvient à les aider à des degrés différents. La médecine de sommeil est une médecine plus récente, mais qui a quand même fait pas mal de progrès. Et donc, oui, je pense que je veux être optimiste et dire qu'on peut... Il ne faut pas hésiter à consulter un centre de sommeil parce qu'on peut faire tas de choses pour aider le patient. Parce qu'on voit bien effectivement que dans les questions, il y a des demandes qui sont tout à fait spécifiques, des cas plutôt particuliers. Et donc l'idée est de dire s'il y a finalement des doutes sur un état de santé qui n'est pas bien, sur un mal-être, aller consulter est la priorité des choses. Hein. Toujours en parler avec votre médecin traitant d'abord, parce que je pense qu'il faut systématiquement, avant de consulter un centre de sommeil, il vaut mieux toujours d'abord... pour qu'il puisse déjà faire un premier tri, en fait, hein, c'est très important, et ensuite c'est lui qui juge utile d'adresser le patient au centre de sommeil. Alors, on a parlé de luminothérapie. Il y a Claudine qui demandait justement que penser de la luminothérapie, mais vous avez répondu, hein, c'est une approche que vous conseillez. Alors, elle dit justement, est-ce qu'il y a un moment particulier où ces lunettes doivent être utilisées et voilà. Alors, elle, son problème, c'est qu'elle a un réveil entre 4 et 5 heures du matin, mais il semble que l'endormissement vers 23 heures est tout à fait confortable. Alors, que pouvons-nous répondre à ça ? Oui, donc la luminothérapie n'est pas une panacée, hein, donc il faut l'utiliser à bon escient. Et l'indication principale, c'est dans le décalage des phases de sommeil. Quelqu'un qui est décalé vers le haut, c'est-à-dire va s'endormir tard pour se lever tard, il bénéficie de ce traitement, il l'applique le matin. On propose au patient de se lever vers 7h, 7h30, de faire une demi-heure de traitement, et après 1 ou 2 semaines, le sommeil va progressivement se recaler. À l'inverse, quelqu'un qui a le sommeil, qui a une insomnie par avancement de phase de sommeil, c'est lui qui ne sait plus tenir à 8h du soir à regarder un film parce qu'il s'endort et puis à 4h du matin il est éveillé. On fait plutôt la séance en début de soirée pour à nouveau, cette fois-ci, recaler le sommeil vers le haut. La luminothérapie a montré aussi son efficacité contre ce qu'on appelle l'affaissement thymique saisonnière, cette petite dépression saisonnière d'automne. Donc c'est aussi une bonne indication dans ce sens. Dépression saisonnière qui peut affecter aussi le sommeil. Hein. Donc par ce biais-là aussi, la luminothérapie peut être bénéfique. Alors, est-ce qu'il est possible de traiter ce sommeil non réparateur, mais le traiter sans appel à la médication ? Ah oui, absolument, absolument. Le traitement médical
les somnifères sont conçus stricto sensu pour un cas d'insomnie aiguë. Vous le prenez pendant quelques semaines, le temps de passer le cap et retrouver son sommeil normal. Donc il n'est pas souhaitable de poursuivre les somnifères, spécifiquement les somnifères, pendant longtemps, en chronique. Et dans les unités de sommeil, en fait, nous sommes là pour ça, pour essayer d'éviter, pour essayer de corriger la qualité du sommeil du patient en se passant de substances chimiques, absolument. Mais ça nous arrive aussi de devoir prescrire certaines substances, effectivement. Parmi les personnes qui nous suivent, il y en a plusieurs qui se posent la question de l'apport de la mélatonine. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette substance? Est-ce qu'elle est conseillée? Est-ce que voilà, elle est effectivement prescrite à pas mal de personnes, mais a-t-elle des effets à un moment donné? Est-ce que ces effets sont réduits? Voilà, la question est un peu... les questions viennent de toutes parts, c'est-à-dire que faire avec cette substance qui est prescrite? Limites, Voilà, quelle est effectivement. la place de la mélatonine? Donc, mélatonine, c'est une substance naturelle. C'est un hormone que le cerveau sécrète pour induire le sommeil. Ce n'est pas un somnifère, c'est un inducteur de sommeil. En fait, si vous voulez, l'horloge interne qui règle le rythme nictéméral de sommeil est régie par la sécrétion de mélatonine qui, elle, est alors contrôlée par la luminosité du jour et de la nuit. Donc ce n'est pas un somnifère, mais ça a une utilité. Mais ça, effectivement, quand vous le prenez, pas mal de gens sont un petit peu sonnés par la mélatonine, mais ce n'est pas un somnifère, stricto sensu. L'usage principal de mélatonine, c'est effectivement c'est dans le décalage des phases de sommeil, à nouveau. Mais effectivement, on en fait usage aussi, notamment dans sa forme galénique aussi, par exemple, dans certaines insomnies, surtout chez les personnes plus âgées, par exemple, lorsqu'on a l'impression qu'il pourrait y avoir un déficit en mélatonine. Déficit en mélatonine qui est difficile à objectiver, parce qu'on ne fait pas de dosage de mélatonine dans la pratique clinique. Et donc oui, alors la mélatonine a une place, mais à nouveau, on ne peut pas l'utiliser dans tous les cas de figure, dans toutes les situations de troubles de sommeil. D'accord. On a une dame, Brigitte, qui pose une question, à savoir son amie a fait un infarctus au mois de mai et au mois de mars, et depuis elle a régulièrement des nuits blanches. Alors, est-ce que c'est le médicament qui provoque ces nuits blanches ou alors c'est un état psychologique? Oui, ça c'est quelque chose qu'il faut creuser en consultation. Oui, certains médicaments, comme par exemple les bêta-bloquants, peuvent chez certaines personnes provoquer des troubles de sommeil. Ça peut être aussi une situation de stress post-traumatique liée à l'incident d'infarctus. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut creuser effectivement en consultation. Donc je pense que si cette personne a vraiment des difficultés prolongées avec son sommeil et que ça ne s'arrange pas, ça serait bien d'en parler avec son médecin traitant pour l'adresser chez un spécialiste du sommeil. On a une personne ici qui a 76 ans et qui souffre d'une insuffisance cardiaque, d'insuffisance rénale. Il dit qu'elle a, ou qu'il, monsieur, madame, je n'ai pas la précision, anévrisme, et prend également des anticoagulants pour pallier à des thromboses. Son cardiologue a prescrit du Burinex. Alors la question c'est, que doivent-ils faire pour pouvoir dormir 6 à 7 heures de sommeil d'affilée? Oui, effectivement, donc il a suffisamment de comorbidité pour lui donner un sommeil non réparateur. Les cardiopathies, souvent sévères, peuvent provoquer des troubles respiratoires nocturnes, l'insuffisance rénale aussi, peuvent fragmenter le sommeil. La prise de Burinex, surtout s'il le prend durant la deuxième moitié de la journée, peut le réveiller pendant la nuit pour miction. Effectivement, il y a plusieurs raisons pour que cette personne ne soit pas frais le matin, se sente fatiguée. À nouveau, oui, je pense qu'on
pourrait aider ce patient. Il devrait sans doute bénéficier d'une polysomnographie, d'un enregistrement d'une nuit de sommeil pour voir un peu ce qui se passe, notamment au niveau de sa respiration, mais aussi au niveau de l'hypnogramme pour voir l'architecture du sommeil, s'il y a une fragmentation ou pas. Ils peuvent aussi avoir des mouvements anormaux, des personnes, surtout dans les cas d'insuffisance rénale, ils peuvent avoir des mouvements anormaux qui fragmentent le sommeil. À nouveau, c'est une anomalie que nous pouvons mettre en évidence lors d'un enregistrement d'une nuit de sommeil. Alors ici, on va un peu dézoomer sur les situations plus de consultation qui peuvent se faire en cabinet médical. Un enfant de 4 ans qui ne sait pas dormir seul et qui systématiquement chaque nuit se retrouve dans le lit parental pour continuer sa nuit. Est-ce que ça rentre dans le cadre des troubles du sommeil ou est-ce que c'est plutôt une approche plus pédiatrique? Que peut-on répondre à cette interpellation? Oui, c'est certainement pédiatrique. Donc, il y a des spécialistes de sommeil en pédiatrie aussi et qui utilisent en fait des techniques cognitivo-comportementales pour conjointement avec l'enfant et les parents pour remédier à ce problème et ça donne de bons résultats. Donc là aussi, on peut consulter et les techniques cognitivo-comportementales marchent assez bien. On peut expliquer des troubles du sommeil lorsque cet enfant de 4 ans ne sait pas rester dans sa chambre pour oui, dormir on seul, utilise des techniques de conditionnement, oui. Ces techniques sont bien décrites, bien codifiées. Donc, les psychologues du sommeil qui travaillent en pédiatrie sont bien familiarisés. Donc, il y a des techniques qui peuvent vraiment aider les parents et l'enfant pour remédier à ce problème qu'il faudrait résoudre. Ce n'est pas normal au-delà d'un certain âge que l'enfant prend l'habitude à dormir dans le lit des parents. Très bien. Alors, nous avons Geoffrey qui pose une question. Nous ne l'avons pas évoquée pendant la conférence, donc je voudrais bien que l'on revienne dessus, à savoir les causes du syndrome des jambes sans repos. Oui, en fait, moi je croyais que j'allais en toucher un mot, mais il me semble que il y a un dia qui est disparu par enchantement. Donc j'allais effectivement toucher un mot sur le sujet de mouvements anormaux durant le sommeil. Donc qu'est-ce que c'est d'abord en fait, ce syndrome des jambes sans repos? En fait, le syndrome des jambes sans repos, c'est un phénomène d'éveil. C'est pas un problème ça ne survient pas pendant le sommeil, ça survient pendant l'éveil. C'est une sensation très désagréable, souvent en fin de journée, lorsque la personne est fatiguée après une journée bien remplie. Il va se relaxer dans son divan et puis il ne parvient pas à en fait rester tranquille. Il a une sensation désagréable dans les jambes, mais ça peut parfois aussi entreprendre tout le corps, en fait, les membres supérieurs aussi, mais beaucoup plus fréquemment les jambes. Et ils doivent tout le temps les bouger pour se soulager. Ils doivent se lever, marcher. C'est seule la marche qui le soulage. Et puis aussitôt qu'il s'est rassis à nouveau, ça recommence. Ce syndrome des jambes sans repos, ou ce qu'on appelle l'impatience des jambes, alors très souvent se prolonge pendant la nuit par des mouvements anormaux qui sont remarqués alors par l'entourage, par le partenaire du lit, et qui peuvent aussi fragmenter le sommeil. Alors, ce problème peut être primaire, c'est-à-dire sans explication. Quelqu'un peut souffrir de ce problème de façon primaire, mais il y a certaines pathologies ou situations qui le favorisent aussi. Par exemple, le diabète. Les diabétiques sont plus fréquemment sujets à ce problème, notamment lorsqu'ils arrivent à un stade où les nerfs périphériques sont atteints, ce qu'on appelle une neuropathie diabétique. Nous savons aussi que le manque en fer, le manque même relatif en fer, favorise le problème. D'ailleurs, lorsque nous sommes confrontés à ce problème, systématiquement, on fait un dosage de fer, de compléments, et on les corrige si effectivement il y a un déficit. Ouais. Il y a un cas qui est tout à fait précis de Jean-Pierre ici.
qui fait de l'apnée du sommeil. Il était chauffeur routier. Et donc, suite à la constatation de ces apnées du sommeil, nous dit-il, il y a eu une perte d'emploi suite à cela. Alors la question est la suivante, c'est pourquoi est-ce que l'apnée du sommeil n'est pas reconnue comme handicap et semble-t-il qu'il y a eu de lourdes conséquences sur son emploi. Oui, ça c'est effectivement très regrettable. C'est une situation qu'il faut essayer d'éviter, nous essayons d'éviter à tout prix. Alors, pourquoi est-ce que l'apnée de sommeil n'est pas reconnue dans ce sens-là? Parce qu'on a des traitements pour. En fait, on peut le soigner. On a des appareils à pression d'air positive. Alors, il y a des patients une minorité de patients qui ne tolèrent pas ce traitement. On a des solutions alternatives. Il y a des solutions chirurgicales. On peut faire l'usage des orthèses, etc. Et donc, on peut effectivement, en principe, soigner le patient. Ceux qui ont un excès pondéral, perdant du poids, en général, ils parviennent à corriger leurs apnées. Et donc, c'est dans cette logique que, on considère que le patient doit faire le nécessaire pour se débarrasser de cette pathologie, pour pouvoir alors ensuite reprendre le volant. Il faut savoir que le risque d'accident de circulation est accru chez des personnes qui font des apnées. Et ceci a été démontré scientifiquement. C'est-à-dire qu'elles tombent en sommeil pendant... C'est ça. Il y a sans être conscientes qu'elles s'endorment. Ils sont surpris par le sommeil. Oui. Ils font des micro-sommeils. Et quelques secondes de micro-sommeil suffit pour aller se trouver dans le décor. Ils ont aussi, même s'ils ne s'endorment pas, on l'a bien démontré, ils ont aussi un ralentissement de temps de réaction par rapport à une personne normale. Donc le fait d'interdire quelqu'un qui a un syndrome d'apnée de sommeil non traité de conduire, il y a un certain logique, effectivement, maintenant sécuritaire. Mais on peut rattraper, ceci peut être corrigé avec un traitement, d'accord. Un traitement efficace qui marche très très bien, qui normalise parfaitement la situation, donc il n'y a pas de raison. Donc nous pouvons rester optimistes pour ce genre de situation. Absolument. Très bien. Alors, nous avons Gaëlle qui nous dit qu'elle est maman d'un ado de 17 ans. Il dort beaucoup, il lui arrive de s'endormir même en classe. Donc, on a le routier, nous avons l'ado en classe. Dès son retour de l'école, il sieste presque à chaque fois. Et donc, elle met ça sur le compte de l'évolution. Il grandit, son corps change. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette maman inquiète? Oui, donc, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être physiologique, c'est-à-dire normal, lié à l'âge, à la croissance. Si ça n'interfère pas avec son scolarité, mais aussi avec sa vie sociale, etc., on peut le laisser faire. Par contre, effectivement, s'il y a une interférence, là, il vaut mieux consulter. Il vaut mieux consulter parce qu'à ce moment-là, on peut effectivement proposer des techniques, des trucs et des ficelles pour essayer de l'aider, l'étudiant, à ne pas faire des échecs scolaires, en fait. Parce que ça, c'est très important. Aussi, en même temps, on veille à ce que ça ne soit pas une hypersomnie pathologique aussi, parce que même si les adolescents peuvent dormir beaucoup, mais ça peut aussi, il peut y avoir aussi un problème sous-jacent, donc il faudrait absolument exclure. Donc, quel que soit l'âge, rester vigilant à la situation de ces sommeils et de ces hypersomnies, comme vous le dites. Absolument. Donc, enfants jusqu'à adultes, voire au-delà. Très bien. On nous pose la question ici, est-ce qu'il y a des ouvrages de référence que l'on pourrait conseiller aux personnes qui nous suivent aujourd'hui, avant d'aller plus loin au niveau des Oui, donc dans les unités de sommeil, il y a des brochures d'informations générales sur l'hygiène de sommeil. Vous pouvez en général les trouver sur les sites correspondants aussi. Je pense que sur notre site à la Citadelle,
Il y en a, en tout cas j'en avais fait il y a quelque temps d'ici, je pense que je n'ai plus revérifié, mais je pense qu'ils sont toujours là. Mais aussi, à mon avis, si vous allez sur le site des autres centres de sommeil, vous allez trouver des documentations effectivement qui aident à un peu s'informer sur l'hygiène de sommeil. Voilà. On se limite à ça, les règles d'hygiène de sommeil. Très bien. Eh bien, docteur, merci beaucoup de nous avoir accompagnés durant cette heure de conférence. À nos internautes, nous précisons que même si ce live se termine ici, la conférence restera disponible pour un temps indéterminé sur notre Web TV. Et demain, sur la page Facebook de Province de Liège, mais également de promotion de la santé de la Province de Liège, nous vous remettrons cette conférence du jour pour pouvoir la regarder. Bien évidemment, il ne sert plus à rien de poser les questions puisque cette conférence se clôture ici, mais on espère vraiment que vous avez pu trouver les réponses à vos questions. Nous vous quittons. Merci beaucoup, Dr Barlow. Et puis, eh bien, on se retrouvera le 17 décembre prochain pour une conférence sur le thème du stress. Nous vous en parlerons. Merci.